Eh bien, bienvenue au Château de Vaux. On se situe dans le département de l'Aube, à côté de Troyes, une très belle région, la région Grand Est, donc à 2 heures de Paris. Et je vais vous faire découvrir aujourd'hui un monument qui n'est pas très connu, qui s'appelle le Château de Vaux, que j'ai eu l'immense privilège de reprendre il y a 6 ans maintenant. Et aujourd'hui, on est en plein travaux, donc c'est la fin d'une opération qui a duré 1 an et demi. Et on va découvrir un petit peu l'état des pièces pour tout le travail qui nous reste à faire et l'état des pièces qui se terminent, puisqu'on sort d'une longue période de travaux et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Je vous invite à rentrer. Donc ici, on est dans le vestibule, une grande pièce qui est en cours de restauration. Juste à côté, derrière, vous avez, donc on voit ici, ce qui était le salon d'été au XVIIIe siècle, qui donnait sur le jardin à l'arrière. Et aujourd'hui, cette partie-là subit d'énormes travaux puisque tous les étages supérieurs et inférieurs étaient écroulés à la cave. Donc voilà la pièce après 1 an et demi de travaux. On a refait tous les étages au-dessus. Mais ici, vous voyez, on est en train de terminer le niveau de la cave pour pouvoir remeubler la pièce et surtout rapporter le décor qui a disparu il y a environ 70 ans. Peu avant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, ici on se trouve à l'arrière de l'édifice, donc côté parc, volontairement exposition plein sud. Donc vous remarquez en fait une façade qui est un peu plus blanche que sur les côtés latéraux. Pourquoi? Parce qu'on a durant la restauration fait un traitement biocide pour évacuer, pour supprimer plutôt tous les lichens et les traces d'érosion en fait qu'il y a pu avoir au cours des siècles. Alors c'est une volonté aussi de l'architecte, mais pour restaurer le bâtiment tel qu'il était au XVIIIe siècle. Et on essaie aujourd'hui de trouver des méthodes et des alternatives pour garder à la fois la patine qu'on a depuis la construction et à la fois rénover le bâtiment. Donc c'est tout cet entre-deux qui est dur à trouver. Et donc la moralité de tout ça, c'est qu'on a pu du coup restaurer les fameux mascarons sculptés. Donc c'est ces 3 visages inspirés de l'Antiquité sur la façade arrière, et juste au-dessus, donc 3 lucarnes qui sont du coup appuyées sur des balustres de la fin du XVIIIe. Au début du XVIIIe, on n'avait pas prévu en fait ces constructions-là. C'est venu à la fin du coup, à la fin du siècle, modifié en fait sur les plans. On a prévu du coup des nouvelles sculptures et voilà, une architecture qui a évolué aussi un petit peu en fonction des goûts et en fonction des modes bien sûr. Voilà. Ici vous voyez le perron en fait, qui n'était pas prévu dans la tranche de travaux mais qu'on va restaurer par la suite, ce qui permettra aussi aux visiteurs d'accéder au jardin et d'avoir un point de vue vraiment sympa une fois qu'on aura refait le salon d'été qu'on vient de traverser. Voilà. Et si vous voulez, on va escalader le grand escalier qui est étayé en partie, donc on va faire attention, et on va aller au premier étage dans l'ancienne chapelle où travaille un menuisier du coup qui va vous montrer un petit peu tout le travail qui reste à faire. Donc ici, avant de monter, je voulais vous montrer quand même cet escalier avec une rampe en fer forgé. L'ensemble a été classé monument historique en 1980, au même titre que le château, façade et toiture. L'intérieur, en revanche, qui avait été dépecé de ses parquets, boiseries et cheminées, présentait plus vraiment d'intérêt à l'époque pour les services du ministère de la Culture. Donc en fait, ils ont gardé uniquement cet escalier en fait, comme élément d'architecture à part entière. Et on voit en fait 2 périodes de construction, celle du château, donc 1721 en pleine époque Régence, d'ailleurs du plan de Germain Beaufranc, qui était l'architecte du duc de Lorraine. Et on a du coup donc, la maçonnerie qui est de l'origine, et au-dessus une rampe en fer forgé d'époque Louis XVI, qui a été du coup ramenée plus tard, puisque le château malheureusement n'a jamais été fini, tant le propriétaire s'était endetté pour la construction. Voilà.
Donc on va monter ces marches et je vais vous montrer maintenant la chapelle au premier étage. Voilà, on se retrouve ici du coup au premier étage de Vaux avec une vue traversante qu'on a découvert cette année puisqu'en fait on a supprimé un étai qui partait de la cave et qui allait retenir la charpente. Donc 5 étages traversés de part en part le château depuis les années 70 où une partie des éléments supérieurs de la toiture s'était écroulée. Donc on a restitué ces niveaux et on a découvert du coup la pièce qui était la chapelle et on a ramené un certain nombre d'éléments qui étaient tombés à la cave. Imaginez que l'autel, le tabernacle, le bénitier, tous ces éléments en fait étaient écroulés dans la cave parmi les gravats. Voilà. Salut Fabrice. Bonjour. Ça va bien? Impeccable. Je vous présente Fabrice, du coup, qui est le menuisier en chef du château. Donc on est en fin d'opération de travaux, je vous disais, et on réalise du coup les portes et fenêtres qui avaient été très abîmées en fait au cours des siècles. Et le château, faute d'entretien, en fait, s'est détérioré vitesse grand V à cause de l'état sanitaire des toitures. Mais là, comme on vient de finir cette nouvelle toiture, on doit avant tout fermer les ouvertures du château pour éviter que la pluie ne continue de rentrer sur les nouveaux étages. Ce serait dommage de recommencer dans 2 ans. Voilà, donc vous voyez, on a restauré donc, des menuiseries du XVIIIe siècle, qui avaient été elles-mêmes restaurées aussi au XIXe. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a ramenées en atelier, nettoyer si on pouvait les nettoyer, et sinon c'est du chêne neuf. Par exemple, cette fenêtre qui est ici, c'est une fenêtre qui est entièrement neuve, mais qu'on a pris vraiment comme un modèle sur celle des autres, sur celle d'origine, pardon, qui était à côté. Donc voilà, c'est du simple vitrage évidemment, hein, c'est pas du double vitrage avec véranda, Velux ou ce que vous voulez. C'est très simple, mais voilà, c'est des matériaux nobles et on remet vraiment les choses comme elles étaient, malgré le fait que ce soit du neuf. Évidemment, quand on n'a rien, on est obligé de rebâtir un peu. Mais les impostes, du coup, les parties hautes et les boiseries, les quelques boiseries que vous voyez là, sont du XVIIIe siècle et c'est à peu près les seuls vestiges qu'on ait dans le corps central. Tout le reste a été malheureusement enlevé ou déplacé dans d'autres propriétés, puisqu'à l'époque, ça se faisait un petit peu. Les matériaux étaient revendus à des membres de la famille ou donnés pour agrémenter d'autres salons ou d'autres maisons. Voilà. Ici, on a une cloison à pans de bois qui était complètement, pas effondrée, mais affaissée, on va dire, et qui séparait le corps central de l'avant-corps central, qui est la partie en fait côté cour d'honneur, qui est une espèce de rotonde sous forme de demi-lune, qui est très élégante. Et cette partie était très faible, ce qui fait qu'elle avait été étayée, et nous, on a changé les pièces malades, si je puis dire. Et par exemple, ce jambage de porte, on est allé le renforcer par une nouvelle pièce de chêne. Pareil à droite, et là, ici et là, on a changé quelques pièces pour redresser le bois qui avait pris avec le temps une forme. C'est ça qui a été très compliqué. On s'arrête quand même sur le plafond de la chapelle. Vous remarquez évidemment, ça peut paraître choquant dans un château du XVIIIe, mais on a fait ça avec des IPN et avec du sapin traité. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y avait rien. Donc sur les 5 étages, on a été obligé de travailler avec des matériaux un peu modernes pour déjà récupérer l'ossature et surtout pour éviter la surcharge en fait. Parce que imaginez qu'avant, la cloison ici, qu'on a réparée, qui était déjà très fragile, portait tout le niveau supérieur et inférieur. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis dans l'autre sens. Les IPN, vous voyez, sont contreventés dans l'autre sens et on a pu du coup alléger considérablement la charge de ces cloisons. Et après, évidemment, il y aura des plafonds à refaire, il y aura des murs, des enduits, il y aura des tissus, sûrement des papiers peints. Mais ça vient dans un deuxième temps. Là, ce qu'on a fait, c'est que des travaux de grosses œuvres. Voilà, la menuiserie, d'ailleurs, voilà, ça fait partie du clos et du couvert, mais c'est plutôt des travaux de finition. Donc ici, on a le prolongement de l'escalier qui continue jusqu'au 2e étage. Alors, ce qu'on m'a dit et ce que j'ai pu regarder sur les plans, c'est qu'en fait, le 2e étage servait au XVIIIe siècle aux domestiques. Donc chaque invité à l'époque venait avec tout un équipage, dont certains domestiques qui étaient logés dans la maison. Et au XIXe siècle, il y avait tellement d'invités pendant le Second Empire qu'il fallait loger encore plus de monde et que du coup, on a restauré ces pièces pour y accueillir voilà, des invités de marque. À l'époque, je vous le rappelle, au XIXe siècle, on est en plein Second Empire, c'est Charles de Maupas qui rachète le château en 1855. Et ce monsieur, qui est un natif du département de l'Aube,
est à l'origine, est un des 3 instigateurs principaux du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Et c'est grâce à lui, entre autres, que Napoléon III va devenir empereur des Français. En 1851, le 2 décembre, ils prennent le pouvoir en une nuit à Paris en arrêtant un certain nombre d'opposants politiques et surtout avec énormément d'influence de la part de ces 3 personnages. Il y avait le général de Saint-Arnaud, il y avait le duc de Morny, etc. Et donc Maupas, avec tout ce petit réseau politique, arrive à faire une fortune colossale au début du Second Empire et achète Vaux en 1855. Donc là, c'est l'aboutissement de sa carrière politique. Il va devenir après préfet des Bouches-du-Rhône, préfet de l'Allier, et il va revenir dans son département natal. Et c'est là qu'il va installer du coup sa famille et faire d'importants travaux intérieurs, notamment la modernisation des salons qu'on verra tout à l'heure, qui aujourd'hui sont encore à moderniser puisqu'il y a au moins 100 ans de retard et les plafonds s'écroulent. Mais c'est un petit détail. Je vais vous montrer une chambre, une des 17 chambres du château. Donc les chambres étaient ici des appartements. Je vais vous ouvrir un volet pour qu'on y voit un peu plus clair. Hop. Et voilà. Donc là, vous avez un petit aperçu, au cas où vous n'auriez pas vu tout à l'heure dans l'escalier. En fait, on a des structures en bois comme ça, qui s'appellent des étais. Ces étés ont été installés dans les années 80-90 par mesure d'urgence, puisque l'État, qui a classé le château monument historique, a imposé aux propriétaires de faire des travaux, mais faute de finances, on ne peut pas toujours faire ces travaux dans les temps. Parfois, on a d'autres projets. Bon, voilà. Le fait est que Vaux, malheureusement, a souffert d'inentretien pendant 80 ans. Et du coup, on a mis ces étés à titre tout à fait provisoire pour retenir en fait les solives. Donc, c'est le plafond, hein, tout simplement, mais l'ossature bois du plafond. Ces solives qui ont subi des intempéries pendant près d'un siècle. Donc, vous voyez le résultat, c'est qu'il y a des trous partout. Par gravité, du coup, ça arrive quasiment jusqu'à la cave. Et donc, sous cet étai, on a un deuxième étai. Et au-dessus de cet étai, on en a 2. Vraiment, tous les étages sont tenus par ces structures en bois. Donc, évidemment, si on fait fi de tout ça, on peut imaginer assez facilement la pièce. On a encore la chance d'avoir des gypseries au plafond avec, du coup, quelques détails de sculptures qui font penser un peu à la période Louis XV. Mais ce sont des éléments qui ont été refaits donc, sous Napoléon III. C'est l'époque aussi où on fait revenir un petit peu le Louis XV, l'esprit rocaille, avec un côté un peu plus exubérant. Mais du coup, à Vaux, comme c'était sa période aussi de construction, l'époque Régence Louis XV, au XIXe siècle, il n'y a pas tout à fait d'incohérence à ramener donc, ces coquilles, ces décors assez mouvementés que veut le style Louis XV. Voilà. Et derrière et devant, donc vous avez quelques boiseries qui pour le coup sont 18e, qui sont très simples, hein, qui sont à l'image du château, pas à l'extérieur mais à l'intérieur, puisque le château a coûté tellement cher que le propriétaire n'a pas pu finir de le payer. Et ses descendants, du coup, se sont lourdement endettés, puisqu'ils ont dû terminer le chantier. Voilà. Et donc ces boiseries voilà, sont relativement simples. On n'a pas de dorure, pas de fioritures. Mais voilà, elles sont là et dans la plupart des pièces, on a l'immense chance de conserver encore quelques éléments comme cela. À part dans le grand salon qu'on va voir tout à l'heure, où là, les boiseries qui étaient de pied en cap ont été malheureusement déplacées. Voilà. Donc là, je vais quand même vous emmener dans la chambre voisine, puisque la pièce qu'on vient de voir était l'antichambre des propriétaires au XVIIIe siècle, mais à côté, une chambre beaucoup plus grande s'ouvre à vous, du coup, pour ces quelques images. Mais vous allez voir, attention, il y a beaucoup de travaux. Hop. Voilà. Bon, ça fait un petit peu peur. Vous pouvez quand même marcher hein, sur le plancher. Enfin, c'est ce qui était un plancher. Ici, typiquement, on imagine qu'il y avait un parquet Versailles. Pourquoi? Parce que déjà, il a été emprunté, on peut dire. Et on a retrouvé en fait des petits fragments comme celui-ci. Voilà, ça c'est des éléments sculptés qui étaient forcément celui d'un parquet Versailles. Et du coup, voilà, on a l'avantage avec ce petit morceau-là, on a une preuve vivante, si on peut dire, du parquet d'origine. Donc ce sera assez facile de rétablir le décor qu'il y avait au XVIIIe, mais sûrement encore au XIXe. Et l'immense trésor de cette pièce, je vais vous montrer, c'est le papier peint.
C'est un papier peint 19e, hein, il n'est pas de l'époque du château. Il a été rapporté, hein, mais ces maisons ont vécu, elles ont quand même eu une vie après la construction, et c'est important de respecter justement les différentes périodes d'occupation de la propriété. Donc ici, vous avez un vieux papier peint du coup, qui représente un décor floral, assez vert, avec une nuance de couleur qui est assez sympa. Et heureusement, grâce en fait au tissu qui a été mis par-dessus, je dirais au début du siècle dernier, bah, ça l'a protégé. Donc en fait, la pièce est complète, et quand on en sera à la restaurer et que le problème structurel, qui n'est pas un petit problème, mais le problème des étais sera réglé, on n'aura plus qu'entre guillemets à remettre le parquet Versailles et la pièce sera complète. Ça, c'est quand même une chance immense. Voilà. Alors tout ça, ce sont des restes de plafond. Je m'en sers l'hiver pour mettre ça dans ma cheminée. C'est idéal pour allumer un poêle. Mais voilà, autrefois on faisait, vous devez tous le savoir, mais autrefois on faisait en fait les enduits en plâtre et les plafonds avec ce qu'on appelle du latis. Et ce latis, du coup, qui était souvent en sapin ou en chêne, était refendu à la main, et en fait on voit l'irrégularité et le travail de l'homme. Je ne sais pas de quelle période c'est peut-être 18e, peut-être 19e, mais en tout cas il y avait encore une façon, on va dire, manuelle. Rien n'était industrialisé, les clous sont forgés à la main. Voilà. Je vais quand même vous dire un petit mot, parce que je passe dans la pièce, là, sur l'avant-corps central, justement. Cette partie donc, qui est au-dessus de nous a été entièrement refaite avec des solives en chêne, puisqu'en fait, au-dessus de ces éléments, donc les deux côtés latéraux qui ont été restaurés, au-dessus, vous avez un groupe de statues qui est sublime et qui a été restauré cette année, et qui coiffe du coup la terrasse du château et le fronton. En dessous de ces statues, on a ce qu'on appelle des joints ou des solins d'étanchéité en plomb. C'est en général les premières choses, par défaut d'entretien, qui cassent. C'est comme autour des cheminées ou autour des lucarnes. Et là, il y a eu des fuites très conséquentes, et on voit que ça a été parfaitement localisé sur les côtés en fait, de ce corps central. Donc, il faut imaginer que tout ça s'était étayé, les solives étaient en partie dans le vide, on les a toutes remontées, et là, en fait, même si ça paraît énorme, on a une base formidable pour replâtrer le plafond et restituer le décor. Voilà. Le gros du travail est fait. On peut considérer que là, c'est des cacahuètes, même s'il y a un peu de boulot. Voilà, ici, vous remarquez l'enfilade. En fait, du vestibule, on passe au salon d'été, où on est en train de refaire le niveau inférieur. Et du salon d'été, on passe au grand salon, qui était vraiment à toute époque la pièce principale de réception ou d'apparat, où les propriétaires étaient en permanence pour recevoir leurs invités. Ici, on a quelques vestiges. Alors, il faut avoir un petit peu l'œil. Bon, je pense que certains de vous voient un petit peu ce qui reste. Il y a quand même des décors qui sont assez somptueux. Le plafond, en l'occurrence, avec des gypseries qui sont pas 18e, mais qui sont dans le goût un petit peu de l'époque Louis XV. Donc tout ce salon a été refait sous Napoléon III, et on a encore cette rosace et tout le pourtour du coup qui est mouluré avec quelques dorures. Et voilà, c'est encore une preuve d'un passé assez luxueux et assez grandiose. Voilà. Malheureusement, toutes les boiseries, vous voyez, ont été déposées. Pas dans les greniers du château, ce serait formidable, mais elles ont été emmenées dans une autre propriété qui appartenait à la famille autrefois. Et en bas, donc ici, parce qu'il n'y a plus les boiseries au mur malheureusement, on retrouve aussi un parquet en point de Hongrie inversé. C'est un parquet assez rare qui avait été conçu, alors je ne sais pas si c'est régional ou... Je n'ai pas retrouvé beaucoup d'exemples dans d'autres propriétés ou châteaux. Toujours est-il que ce parquet a un modèle assez original, et vous verrez qu'en fait c'est le point de Hongrie qu'on connaît tous, donc qui est triangulaire, mais là qui est inversé, et ça forme une espèce de carré en fait, quasiment comme un parquet Versailles. Alors c'est pas du tout le même motif, mais ça forme un mètre carré quasiment parfait. Voilà. Et là ici, donc sur les murs, il y a plein de souvenirs. Ces souvenirs, ils sont des témoignages très importants, puisqu'on retrouve quelques traces, quelques écrits, quelques dates, qui nous donnent aussi une indication sur l'époque des boiseries et sur le type de revêtement qu'il pouvait y avoir. Parce que bien souvent, par exemple, là, je crois que c'est à côté, on a en fait une inscription du tapissier avec la date, avec son prénom, avec son nom de famille. Lequel nom de famille, on peut le retrouver chez des gens encore qui habitent pas très loin d'ici. Donc c'est amusant, c'est vraiment toute une histoire qui prend vie, puisque là, quand il y avait les boiseries, on ne pouvait pas imaginer qu'il y avait ces inscriptions. Là, par exemple, vous avez un profil de corniche.
Ce profil de corniche, on le reconnaît bien, parce qu'on en a déposé beaucoup cet hiver au cours des travaux. Et peut-être que c'est le maçon qui l'a dessiné de sa main. Voilà. Donc ça, c'est assez bluffant de voir ces décors qu'on va, nous, d'ailleurs, recouvrir, puisque quand le grand salon sera restauré, en fait, on va venir fermer au droit des quelques vestiges de boiserie pour habiller les murs. Bien entendu, c'était le grand salon, donc on ne va pas laisser les murs à la chaux. Et ici, donc, vous avez la cheminée, qui est une cheminée d'époque Napoléon III, donc 19e. D'un point de vue historique, on a trop tendance à pas snober le 19e siècle, mais quand même à attacher plus d'importance à la grande époque du 18e siècle. Ici, la Régence, c'est vrai que c'est une période qui est très belle, qui correspond à l'architecture, en plus de Vaux. Mais voilà, pour autant, c'est un salon qui est complètement Napoléon III. Et même si on n'a plus les boiseries, ben, on va essayer de s'inspirer de cette époque. Et du coup, la cheminée a tout à fait sa place dans ce salon. D'ailleurs, elle est parfaitement aux dimensions, donc on devrait la reposer d'ici à la fin des travaux. Juste à côté, du coup, je vous emmène dans ce qui était une chambre, une très belle chambre du XVIIIe siècle, où là, on a encore plus que là-haut, ce que je vous montrais tout à l'heure, vraiment tous les décors, avec notamment le papier peint et le tissu. Il y a même, je crois, au total 3 couches de revêtements qui montrent vraiment 3 périodes. Et grâce au journal, qui est ici, que je vais vous montrer, on arrive en fait à identifier la période où ont été posés ces revêtements. Donc là, vous voyez, si je pousse la porte, on a un journal qui est le propagateur de l'Aube, donc sûrement le Canard local à l'époque. Et c'est intéressant parce qu'on a la date, lundi 23 et mardi 26 septembre 1837. Donc voilà, donc ça a servi vraiment en fait de sous-couche à ce papier peint, et qui forcément est un papier peint de 1837. Peut-être pas de l'année, mais en tout cas des quelques années qui ont dû suivre. Et au-dessus de ce papier peint, donc là il n'y a plus rien aujourd'hui, mais on voit que sur les rives, alors il faut aller ici, vous avez un tissu tendu qui est en très mauvais état sur la face visible, mais sur la face invisible. Alors c'est pas très bien ce que je fais, mais je vais quand même vous montrer. Voilà, vous avez le décor qui pourrait être un tissu de la fin du 18e. Voilà. Là, il y a les boiseries d'origine aussi. Alors ça, c'est formidable parce que c'est sûrement les boiseries qu'il y avait dans le grand salon. On est juste à côté, à quelques pas. Donc voilà, ça vous donne un petit peu un aperçu, une idée de ce qu'il pouvait y avoir dans le grand salon. C'était évidemment beaucoup plus chic, beaucoup plus sophistiqué au 18e dans des boiseries de pied en cap, plutôt que du tissu sur des grands métrés. Mais voilà, là on a un mur du coup entre 2 fenêtres qui avait été comblé par ces boiseries, mais le reste de la pièce était pour le coup tapissé. C'est ce qu'on fera d'ailleurs. Donc là, vous avez une armoire devant. Vous ne verrez pas, mais ici, si vous contournez un petit peu à ma droite, vous allez voir donc ce tissu tendu, qui est un tissu de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Ici, vous avez un paon, un petit oiseau exotique. Je crois que c'est un G en dessous. Mais voilà, c'est un thème qu'on retrouvait beaucoup à la fin du XVIIIe siècle. Voilà. Et au-dessus, on retrouve du coup un 3e revêtement. Donc ça, c'était le 2e que je vous montre. Le 3e est au-dessus avec des chinoiseries. Ce serait un papier peint début 19e, qui a une très jolie couleur violette, qui va assez bien avec la pièce. Donc là, il y aura un dilemme lors de la restauration, à savoir si on remet le papier peint de la fin du 18e en reconstituant le modèle, le décor, ou alors est-ce qu'on remet du papier peint et on a aussi un très joli modèle. Donc c'est un vrai dilemme. Mais quand on en sera là, c'est que les toits seront en bon état. Et ce sera une deuxième opération. Ici, à nouveau, alors c'est nos meilleurs amis, ici à Vaux, vous les retrouvez partout, c'est donc les étais en bois. Alors celui-ci, pour le coup, a une importance majeure, puisque je pense que si on l'enlève, déjà on prend toute la pièce sur la figure. Là, on voit que les pièces charpentées sont vraiment bandées. Dans certaines autres salles, on peut dire que c'est plutôt préventif, surtout en rez-de-chaussée. C'est dans les charpentes que ça va être utile. Et le gros intérêt de cet été, c'est qu'en fait, bon, c'est ce que je pense, mais c'est peut-être pas vrai du tout, il aurait protégé en fait le trumeau de cheminée derrière qui n'a pas été pris. Quand on voit le grand salon, la salle à manger ou le salon d'été, vous découvrirez au fil de la visite qu'en fait, la plupart des belles boiseries de Vaux ont malheureusement été enlevées. Et ce trumeau, qui est d'une grande qualité, un petit peu à l'image des boiseries et du tissu,
bah, je pense que s'il n'y avait pas eu cet été il y a 30 ans, peut-être que les boiseries auraient été changées de place. Et ça aurait été un drame. Ici et là, dans la pièce, vous retrouvez des éléments. Alors pour nous, propriétaires de château, c'est une véritable chance, puisque quand on a des éléments comme ceux-là, qui de toute évidence sont des portes ou des éléments décoratifs du XVIIIe siècle, on va, au fil de la restauration, retrouver en fait leur place. Pourquoi? Parce que quand on restaure une chambre, par exemple, si dans une alcôve, on retrouve des traces de gonds ou de volets, eh bien on va les chercher en fait dans ces matériaux et en prenant les bonnes dimensions, on va les ramener à leur place. Et ça, c'est vraiment, je pense que c'est quelque chose d'important à la fois et de très valorisant, pour nous aussi, pour l'édifice. Les portes de placard, les volets, par exemple. Et ici, on a un élément sculpté encore, alors qui n'a rien à voir avec les portes ou les volets. Là, c'était un meuble. Alors, on prétend que c'est un reste de lit ou de banquette de l'époque Louis XV, en fait. Mais le bois, a priori, serait du XVIIIe siècle. Et vous avez donc la vieille couleur vert amande qui est très très jolie. Les dorures à la feuille d'or ici. Et le vieux stuc qui recouvrait, ou le vieux plâtre qui recouvrait le bois. Mais on voit par l'épaisseur du bois et par cette couleur d'après, en fait, non visible, que ce serait un élément du XVIIIe. Donc c'est intéressant à deux niveaux. Le premier, c'est qu'on a du coup une idée du mobilier intérieur de Vaux. Rappelons qu'il n'y a aucun meuble à l'intérieur. Et quand j'ai repris le château, du coup, en plus des travaux, il y avait énormément de gravats et de choses à enlever. Donc bien entendu, il n'y avait pas de meubles. Mais donc ça, c'est la première chose. Et le deuxième intérêt, ça montre aussi qu'au XVIIIe siècle, et même après, on avait des meubles quand même d'une grande qualité, et que, bien que maison de campagne, Vaux était peut-être doté d'un salon assez important, avec quelques très beaux décors. Donc ça, c'est un témoignage qui n'a évidemment aucune valeur, hein, puisque c'est incomplet, mais qui donne une indication assez précise sur peut-être la qualité du mobilier à venir. Alors, je fais juste une petite parenthèse avant qu'on sorte pour découvrir la façade et la cour d'honneur. Ici, en fait, c'est une imposte de la fin du XVIIIe siècle qui a été retrouvée à sa place d'origine sur les arcades côté jardin. Et donc, comme on restaure actuellement le salon d'été et les menuiseries, vous l'avez vu au premier étage, on va du coup restaurer ces éléments sculptés qui ont été fortement abîmés par les intempéries, mais qui présentent quand même un intérêt vraiment important pour l'histoire du monument. Et on voit du coup tout ce travail qui a été fait à la main et ce décor un petit peu Louis XV, rocaille, très mouvementé avec des fleurs. Voilà, donc ça c'est un des deux éléments du coup qui surplombaient la porte côté jardin, donc qui rappelle beaucoup les thèmes de la nature, de la campagne, mais voilà, qui vont être remis en place dans quelques semaines. Et à l'ouverture au 1er juin, on aura du coup les portes et les fenêtres qui seront remises à leur place, et ça ce sera le meilleur cadeau pour le monument. Un petit élément aussi qu'on a retrouvé, que je vais vous montrer. Hop là. Alors c'est un moellon de pierre, vous voyez, sur ce côté-là, c'est un moellon de pierre qui a été trouvé ce matin quand ils ont remonté en fait le mur, ce qu'on appelle la rase, le long du nouveau niveau. Et quand on retourne cette pierre, on découvre en fait un visage, qui était sûrement un visage d'enfant, avec donc une bouche, des dents, les yeux. Et alors, ce morceau de pierre est intéressant parce qu'il peut sûrement provenir en fait de l'ancien château. Avant le XVIIIe siècle, il y avait une forteresse ici, et peut-être qu'en fait c'était un élément de la chapelle ou un élément de la façade qui était en trop mauvais état et qui a servi à combler, lors du chantier de construction du nouveau château, des murs, des façades. Mais comme quoi, à l'époque, on avait moins de scrupules à garder et à conserver l'ancien. Mais voilà, ça c'est une belle preuve et un très beau souvenir qu'on pourra exposer et montrer aux gens. Voilà, je vous ai montré la façade arrière, donc sud, tout à l'heure. Je vous montre maintenant la façade avant, où je vous ai accueilli tout à l'heure. Donc là, vous êtes dans la cour d'honneur du château, c'est une très grande cour d'honneur qui servait aussi aux carrosses pour faire les manœuvres. Donc une ordonnance, enfin un ordonnancement assez classique au XVIIIe siècle. Et donc sur ce grand perron, la porte d'entrée, qui est la très belle porte principale du château. Et là, on voit du coup, comme à l'arrière, toute la façade qui a été reprise, qui n'a pas été trop grattée. On a essayé de garder un maximum la patine des pierres, parce que la pierre de tonnerre
et naturellement assez jaune. C'est une pierre qui a beaucoup de caractère et qui permettait aussi de faire des sculptures très fines. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps qu'à Versailles et dans d'autres grands édifices, eh bien, les commandes royales étaient aussi en pierre de tonnerre pour tout ce qui est sculpture. Puisqu'en fait, cette pierre, au même titre que le tuffeau, mais moins fragile, permettait de faire d'avoir une finesse vraiment assez incroyable sur des détails d'architecture. Et vous voyez les mascarons, il y en a 3 en rez-de-chaussée. On a des visages qui sont relativement fins, avec des détails qui sont parvenus intacts jusqu'à nous, qui ont traversé quand même 3 siècles. Et au-dessus, le fameux groupe sculpté qu'on voit, là, qui a le nez dans le ciel, donc 4 poutis, 4 statues d'enfants, début du XVIIIe siècle, qui représentent le thème de la chasse et de la pêche. On est au milieu des bois, et c'était aussi un territoire de lacs, de forêts. Donc voilà, il y a un petit clin d'œil à ce côté un peu synégétique et naturel. Et au milieu, on retrouve donc sur le fronton 2 statues de licornes. Alors c'est une référence à Thibaut II de Champagne, qui avait écrit a priori un poème assez connu autour de la licorne. Donc ça, c'est juste l'ornement qui vient autour des armoiries. Et les armoiries, en fait, ont été piochées au XIXe siècle. Et Maupas et sa femme Irène Guillemot ont apposé du coup leur blason en 1855, mais avec beaucoup d'élégance et avec beaucoup de finesse. Ce qui fait qu'en fait, le décor 18e vient parfaitement s'intégrer en fait, dans ce renouveau et dans cette nouvelle sculpture. Si bien qu'on n'a pas vraiment l'impression qu'il y a 2 périodes. C'est pour ça que Maupas est vraiment le personnage phare du château. À la fois, il avait beaucoup d'argent et c'est sûrement un personnage qui avait un peu d'ego, comme on peut l'imaginer à l'époque, mais il a prétendu que l'architecture était trop parfaite pour avoir quelconque modification. Donc heureusement, son architecte avait proposé des plans de modification de la façade et Maupas a vraiment dit l'ensemble est parfait, d'une symétrie harmonieuse et nous le conserverons en l'état. Donc il a concentré toutes ses forces à l'intérieur d'un des salons et sur les communs, en reliant les écuries aux granges. Je fais un passage du coup un peu lointain sur ces bâtiments. Donc ici, entre le véhicule blanc et mon doigt, vous apercevez une très grande longueur de bâtiment qui était la petite écurie. Et en face, en symétrie, vous aviez la grande écurie, qui sert d'ailleurs toujours aujourd'hui à nos chevaux. Et au fond, il y avait une grange. Mais en fait, les 2 bâtiments étaient dissociés. Et Maupas, au 19e, pour allonger un peu la ligne de toiture, a fait modifier les charpentes et a relié la grange à l'écurie, mais des 2 côtés en symétrie. Ce qui fait qu'on a vraiment des alignements de bâtiments assez importants avant de découvrir l'édifice principal et de rentrer dans la maison. Donc là, on passe sur une partie complètement transversale au château, qui est en fait l'ancienne cour de ferme, qui au XVIIIe siècle abritait les moutons, les métayers de la propriété et aussi tous les chevaux qui étaient dans la grande écurie, qui servaient aux chevaux de selle principalement. Et on a une très belle grange aujourd'hui qui a été restaurée pour accueillir des mariages, des réceptions, des séminaires par exemple, au sein d'une grande cour qui est entièrement privative avec une centaine de couchages répartis sur 4 gîtes. Et voilà la grange. Je vais vous emmener surtout au fond de la pièce pour que vous voyez un peu la proportion de cette charpente, qui est vraiment un modèle de charpente champenoise qu'on retrouve à l'origine, en fait, à l'époque médiévale, avec l'abbaye de Clairvaux. Clairvaux, c'est une institution dans le coin, puisque c'est la naissance de l'ordre cistercien, qui était né à Cîteaux d'abord, mais Saint Bernard de Clairvaux a fondé sa première abbaye ici en Champagne, à quelques kilomètres de Vaud. Et voilà, les charpentiers, les architectes estiment qu'au XVIIIe, lorsqu'on construisait ces grandes granges d'Imières, on s'inspirait surtout des granges cisterciennes, dont on a encore quelques exemples en France, notamment à côté d'ici, il y a une très belle grange qui s'appelle la grange de Beaumont, et il y en a encore quelques-unes dans la campagne auboise, mais elles sont rares. Ici, en fait, il y a un grand portail qui avait disparu au XIXe siècle, puisque quand Maupas a relié les 2 granges, on a la même grange en face,
lorsqu'il a relié les deux granges aux deux bâtiments d'écurie, en fait, il avait comblé ce mur qui s'affaissait un petit peu. Et quand j'ai restauré la grange il y a quelques années pour accueillir les premiers mariages, on a démuré et on a refait un portail avec du vieux bois, un portail qui pèse près de 300 kg, donc qui évidemment est fixe, mais qui participe un peu au décor de bois, de tuiles et de pierres dans cette pièce. Et si vous venez ici, vous verrez vraiment l'élévation de la charpente avec une hauteur de, je crois qu'on est à 11 mètres sous faîtage, donc c'est pas mal. Un peu difficile à chauffer, mais c'est pas mal. Donc, avant de découvrir les caves du château, je vais quand même vous montrer la laiterie du château qui a été installée à la fin du XVIIIe siècle, suite à la mode lancée par Marie-Antoinette autour des bâtiments de ferme, autour des choses un peu bucoliques et champêtres. Ici, on retrouve en fait en sous-sol du pigeonnier médiéval qui remonte à l'ancien château, une laiterie qui était installée à une distance très faible de la salle à manger du château pour y recevoir les invités. Donc on va la découvrir. Voilà, la laiterie, attention de ne pas vous cogner, le linteau est plus épais que votre tête. Hop. Voilà, il reste quelques toiles d'araignée et des cordes d'Halloween. À cause du confinement, on n'a pas pu aller au bout. Donc ici, on est dans la laiterie. Alors c'est une pièce voilà, qui fait partie, on peut dire, des communs du château. Donc une pièce somme toute très banale du point de vue, on va dire, des propriétaires. À l'époque, évidemment, on ne venait jamais ou très rarement dans les communs. Mais au XVIIIe siècle, voilà, c'était une espèce de mode. Et au XIXe, j'imagine qu'on a dû conserver ces laiteries à des fins plutôt pratiques. Et on y faisait le fromage, on y faisait le petit lait, la crème, etc., etc., le beurre. Et pour faire le beurre, notamment, on avait des barattes. Ici, ce sont des objets assez marrants qui ont été donnés en fait, par des gens de la région. Je crois que c'est un instrument qui est assez local. Et dans cette baratte, à l'aide d'une manivelle, on pouvait en fait battre le beurre et transformer la crème. Donc. Et voilà, peut-être même qu'il y avait une vache ou deux qui était ici, c'est pas impossible. Et ce qui est amusant du coup, c'est ce qui me fait dire que c'est peut-être une laiterie du XVIIIe siècle et non pas un bâtiment qui aurait été modifié au XIXe à des fins pratiques, c'est qu'on retrouve un vestige de dallage à cabochon. Donc un dallage à cabochon, qui est un dallage de vestibule d'entrée ou de salle à manger, on peut facilement se dire que ça a été mis pour répondre à un certain esprit de mode de la fin du XVIIIe siècle. On le voit encore, bon, il est très abîmé, mais du coup dans la restauration, je me posais quand même la question de remettre ce dallage du XVIIIe siècle en état, plutôt que de remettre des grosses dalles de ferme. Ce serait peut-être quand même plus cohérent et respectueux pour le lieu. Voilà, mais du coup c'était un petit clin d'œil à la mode, même au fin fond de la campagne, et même à 2 heures de Paris, il y avait quand même un état d'esprit quand même qui était important. Voilà, donc là on a remis quelques petits objets, bon évidemment c'est du décor, mais quelques petits objets, des bocaux, des pots à lait, pour que les gens aient l'impression que rien n'est bougé. Jusqu'aux années 30, cette laiterie a fonctionné. Il y avait une quarantaine de vaches sur la propriété, et dans la ferme, il y avait également des chevaux, il y avait tout le matériel vraiment pour que ça fonctionne. Et la vie dans ce domaine, qui est très reculé, et qui est à quand même une demi-heure de Troyes et au milieu de 2000 hectares de forêt, la vie était quasiment autarcique. On faisait, tous les produits étaient issus en fait de la terre ou de la ferme. Et ça, on l'explique beaucoup aussi aux visiteurs. Il faut imaginer que voilà, il n'y avait aucun commerce alentour et que même avant la guerre, en fait, on sortait que très peu. Donc cette laiterie reflète un petit peu l'art de vivre à la campagne qu'il pouvait y avoir un peu à toutes les époques. Voilà, donc ici on est à l'entrée de la grande cave. Donc ce niveau de la maison, en fait, recevait à la fois les cuisines, le cellier et évidemment toutes les caves pour le bon vin qu'on stockait ici. Et il y avait une production d'ailleurs qu'on a retrouvée sur des plans, une production de 7 hectares de vin clair, qui malheureusement à l'époque n'était pas du champagne. Depuis, on a à quelques kilomètres d'ici une appellation champagne de la Côte des Bars, que je vous invite à découvrir d'ailleurs,
qui fait du très très bon champagne de propriétaires récoltants. Mais on va voir du coup tout ça au travers des bouteilles, au travers des cuivres aussi, de la cuisine, et des quelques souvenirs qu'on a pu ramener. Voilà, donc l'ancienne cuisine de la maison, qui était au XVIIIe siècle vraiment conçue pour la préparation des plats et la transformation des produits de la ferme. C'est pour ça que je vous ai emmené à la laiterie aussi, c'était important, que vous voyez que la vie était vraiment autarcique et qu'on avait ici tout le nécessaire en fait pour fabriquer une bonne cuisine et pour faire des dîners de qualité évidemment, pour des gens de qualité. Et il y avait environ, au XIXe siècle, 80 personnes qui travaillaient sur la propriété, dont 30 étaient des domestiques de maison. Donc les femmes de chambre, les cuisiniers, différents serveurs, laquais. Mais il y avait voilà, quand même 30 personnes dans une maison qui recevait une petite dizaine de personnes à l'année. Donc il y avait quand même une intendance très importante. Et on retrouve un petit peu ici, grâce à ces quelques éléments, l'esprit des grandes cuisines dans les maisons au XIXe siècle surtout, mais au XVIIIe, c'était assez semblable. On a eu la chance, malgré l'état un peu triste et lamentable de la cuisine et des caves en général, on a eu la chance de retrouver quelques meubles de service, des tablettes, des étagères qui étaient encore en place. Bon, ça n'avait aucune valeur, donc ça n'avait pas été dérobé, mais du coup, ça nous a permis un peu de crédibiliser tous ces décors qui sont faits avec pas grand-chose, il faut le dire. Quelques ventes aux enchères, quelques vides-greniers, des dons de la région, des gens qui visitent le château et qui nous donnent, que ce soit des moules à gaufres, des cuivres, des assiettes. Ce qu'il faut, c'est que l'ensemble soit cohérent. Et parfois, on arrive à acquérir quelques pièces comme celle-ci, qui sont un peu exceptionnelles, de mon point de vue, qui n'ont rien d'exceptionnel pour un passionné, de belles choses ou d'art, mais c'est un tranchoir à pain. Et on voit ici, en fait, c'est ce qu'il y a de plus beau, je trouve, on voit l'usure du couteau qui, peut-être pendant un siècle et demi, a raclé la planche. Et ça, c'est génial. Et ça, en fait, on peut parier sur le fait que ce truc-là n'a pas bougé depuis le 19e, et en fait, on l'a rapporté. Et c'est ça qui est super. Voilà, ici, on a un tournebroche qui vient de Normandie, qui a été donné par un sympathisant du château de Beauménil, que mon frère Lancelot a en gestion. Je le remercie d'ailleurs. Il a offert donc un très joli tournebroche du XVIIIe siècle, qui n'a pas encore été remis en état, mais qui va permettre du coup de faire rôtir des pièces de viande pendant plusieurs heures à l'aide d'un contrepoids. Et vous voyez le système ici d'engrenage et de poulie. On remontait donc le poids. Ce poids, par la traction, du coup, emmenait le hochet qui tournait ici et qui lui-même emmenait les engrenages. Et ici, on a la cheminée avec les landiers. Voilà. Des landiers du XVIIIe siècle. Et voilà. Donc la petite partie off, on a l'office du château et le soubassement de l'escalier qui servait à monter les plats quand il n'y avait pas encore le monte-charge. Donc là, vous avez un meuble buffet. Bon, il y a beaucoup de poussière à cause des travaux, mais voilà, c'était une pièce vraiment de passage qui est assez sympa. C'est une des pièces que je préfère ici. Voilà, ici, vous avez le mur d'entrée de la cave. Et on voit une inscription voilà, qui est là sûrement depuis l'année précédente, la Révolution française, 1788. Guy, qui devait être donc le maçon responsable de ce chantier. Et ils ont tout enduit, ça a été fait de la même main, hein, sans aucun doute. Et c'est assez amusant voilà, de retrouver ça, ça fait partie des belles découvertes. Alors attention à la tête. Je peux vous emmener voir les écuries maintenant, si vous voulez. Voilà. Donc ici, on est juste à côté des écuries. C'était en fait l'appartement du cocher. Sûrement au XVIIIe siècle, c'était autre chose. Mais on a retrouvé quelques éléments intérieurs qui nous montrent que c'était une partie d'habitation. Et par rapport à l'emplacement de cet appartement, il semblerait que c'était le cocher ou le palefrenier qui vivait ici. Donc il y a un ensemble de pièces qu'on a remeublées un petit peu dans le goût d'autrefois, avec des choses très simples, encore une fois, avec des malles, avec quelques objets, quelques consoles, dans un style beaucoup plus rustique que celui du château, évidemment. Donc c'est pour ça que ça a été beaucoup plus simple.
Et d'autant plus qu'en fait ici la structure était saine, les poutres avaient été consolidées, les enduits refaits. Donc ici, à part le sol qu'on a refait en vieilles tomates qu'on a achetées, ce sont des tomates du XVIIIe siècle en 10-10, un tout petit format. Eh bien, on n'a pas fait grand-chose à vrai dire. On a meublé, on a nettoyé et en fait, les visiteurs aujourd'hui ont vraiment l'impression que ces lieux sont encore habités par des gens d'un autre temps. Et c'est ça qui fait plaisir. Donc voilà, il y a quelques trophées de chasse, il y a des pieds d'honneur, il y a des plaques de concours de chiens, de concours de vaches. C'est des choses qu'on pouvait retrouver dans des propriétés, vous voyez. Société d'encouragement à l'élevage du cheval de guerre. Il faut imaginer que c'est en 1911, mais c'est quand même marrant. Concours de Saumur, chevaux de 4 à 6 ans. Et là, on passe dans la sellerie. La sellerie du château, où on a ramené un peu l'électricité et un petit peu de décor, puisqu'en fait cette pièce n'avait pas trop été maltraitée, heureusement. Donc on a refixé voilà, les vieux porte-harnais qui avaient été volés, on en a retrouvé dans des vides-greniers, dans des brocantes, on en a fait refaire aussi par mon menuisier, et on a remis des vieux harnais, voilà, ce qu'on pouvait retrouver dans des selleries de château. Par exemple, il y a même un loup qu'on nous a donné. Il y a des voisins qui habitent à côté d'ici qui avaient un vieux loup empaillé qu'on a mis dans la sellerie. Pourquoi? Parce que Vaud aussi était une terre de vénerie. Il y avait un équipage autrefois qui venait chasser à Cours ici. Et d'ailleurs, Charles de Maupas était bouton d'un équipage et qui chassait le loup en Bourgogne. Donc c'était un petit clin d'œil puisqu'on a retrouvé quelques souvenirs de vénerie, une trompe de chasse, un vieux ceinturon. Et donc du coup, dans la sellerie, on a quelques trophées de chasse, notamment ce loup. Donc ici, on retrouve des pieds d'honneur, des tenues de vénerie et quelques gravures. Ce qui est beau dans cette pièce, en fait, c'est qu'on a vraiment eu la chance de retrouver le plafond qui était mouluré. Donc là, on se situe à peu près milieu, fin du 19e siècle. C'est pas très vieux, mais ça montre en fait que Vaud était une maison où il y avait suffisamment de chevaux pour se payer une belle sellerie avec des boiseries en chêne. Et même s'il restait aucun élément de décor, il restait quand même un fond et quelques éléments qui nous ont permis de restaurer du coup ce décor. Voilà. Et aujourd'hui, ça fait partie du circuit de visite, entre autres. Il y a un pressoir aussi qui est à côté qu'on va aller voir. Donc là, je vous fais passer sous le grand porche de la petite écurie. Et ici, en fait, on a reconstitué une grainerie, une forge, et il y a un pressoir du XVIIIe siècle qui est juste derrière. Bon, ces pièces, on le voit assez bien par leur état d'entretien, n'ont pas été ouvertes depuis le mois d'octobre dernier. Donc là, on n'est pas tout à fait prêt pour la réouverture. Mais voilà, on montre surtout dans la visite du château, en parallèle des travaux et du projet qu'on vient de visiter, on montre surtout les communs et des pièces en fait, qui étaient occupées par des gens au XIXe siècle. Au travers d'une enquête policière, ça donne un petit peu de sens à la visite. Je vais vous montrer le pressoir, qui n'est pas classé monument historique, mais qui peut-être le mériterait. Bon, il y en a plein d'autres exemples en France, hein, c'est pas du tout quelque chose d'exceptionnel, mais de par son format, quand même, c'est un pressoir du XVIIIe siècle qui est assez imposant et qui montre aussi, encore une fois, comme la laiterie tout à l'heure, qu'on faisait un maximum de choses en fait, sur ces grandes propriétés à la campagne et que, bien entendu, tous les produits étaient issus de la terre. Ici, on pressait a priori les pommes et le raisin, puisqu'on a une très belle cave avec autrefois quelques hectares de vignes. Voilà, donc le pressoir il avait été modifié sûrement au cours du XXe siècle, mais toute la structure en chêne, qui est faite d'énormes sections de bois, provient de la forêt voisine de Chaours, et ça a été daté du XVIIIe siècle. Vous voyez même les parties hautes en fait, des troncs, il y a encore les écorces, en fait, on voit ici. Hein.
Voilà, la visite du château s'arrête ici. Du moins, si vous souhaitez la prolonger et venir découvrir l'endroit, vous serez les bienvenus tout l'été. Chaque été, nous sommes ouverts au public. Donc vous pourrez venir constater de vos propres yeux, en famille ou entre amis, la découverte de ce château, l'avancée des travaux. Ce qu'on a découvert ensemble aujourd'hui ne prend pas fin, évidemment, hein. Chaque année, c'est l'objet d'efforts importants, d'un investissement financier qui est accompagné par l'État, mais qui tout de même constitue un risque important, il faut le rappeler. Risque évidemment que nous pouvons financer grâce aux visiteurs du château, grâce aux activités de mariage. Donc vous avez tous un rôle à jouer dans cette résurrection. Et voilà, je vous invite à liker aussi la page Facebook du château et à venir nous rendre visite quand vous le souhaitez, à partir de cet été et tous les jours en juillet-août. À très bientôt.